Donc on va commencer l'atelier. Je vais inviter toutes les personnes, les trois participants qui présentent des contributions SAE Recherche à venir à la table. On va modifier un peu par rapport aux présentations de session. Ça va être plus pour faciliter les échanges. Ah mais non, mais tu vois. Non, non, mais moi je vais me rasseoir. Tu vas te rasseoir quelque chose. Donc on va démarrer cet atelier sur SAE But et Recherche avec une introduction par Laurent Mignan qui anime le groupe des référents approche par compétences au sein de la DIUT. Je te laisse présenter. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, là j'interviens plutôt au titre de la vice-présidence orientation et pédagogie de la DIUT. L'objet de ma rapide intervention est simplement d'introduire cette session en rappelant que les SAE sont déjà potentiellement un objet de recherche en soi. Et c'est quelque chose qu'on lance actuellement au niveau de la DIUT, de faire de la recherche autour de cette approche par compétences, des SAE en particulier, pour voir un petit peu comment ça a développé l'appropriation de cet APC et la manière aussi d'envisager comment cette nouvelle approche peut impacter les pratiques des étudiants et le développement des compétences chez les étudiants. Donc la SAE comme objet de recherche en soi, certes, et puis la SAE qui peut être également un objet pour développer la démarche recherche chez les étudiants en particulier. Et on le voit, alors ici, on le voit, moi je le vois encore une fois, peut-être vous un peu moins, simplement pour rappeler qu'ici, donc là c'est une extraction de la base de données Aurebut qu'on est en train de constituer avec le réseau des référents APC, qui sera disponible à partir des prochaines JPP, je fais de la pub, qui seront à Bourges, et qu'on mettra en ligne pour l'ensemble de la communauté, donc vous aurez accès à cette base de données, qui intègre un ensemble de SAE qui sont analysés selon différents critères. Et ce que vous trouverez à travers ce type d'extraction, que vous pourrez aller télécharger, eh bien c'est, pour chaque SAE déposé dans cette base de données, une analyse des différentes caractéristiques de la SAE. Et on retrouve dans les caractéristiques qu'on attend d'une SAE dans l'approche par compétences, tout un ensemble d'éléments qu'on attend également chez un étudiant dans le cadre de son apprentissage en démarche recherche. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a des critères qui sont peut-être un peu plus éloignés, mais on a des critères de qualité de SAE où on demande à l'étudiant d'être en capacité d'analyser une situation qui est censée être une situation la plus authentique possible, proche d'une situation professionnelle, et que dans cette situation-là, il doit développer aux différents niveaux de l'approche par compétences et aux différents niveaux de progression dans le BUT, cette capacité d'analyser la situation, de la problématiser, d'aller chercher dans les ressources un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre justement d'analyser, certes, mais également un critère fondamental des SAE, de la qualité des SAE, c'est la capacité qu'auront les étudiants à prendre des décisions, faire des choix, et de justifier ces choix, qu'on pourra retrouver également dans la démarche portfolio. C'est-à-dire que la SAE, en fait, amène l'étudiant à analyser une situation, la problématiser, aller chercher des éléments pour constituer cette problématique, et puis à un moment donné, faire des hypothèses, faire un choix, prendre une décision, et ensuite être capable d'analyser les résultats de sa décision, qui peut amener à une solution, certes, opérante, ou alors l'amener vers un résultat qui n'était pas celui escompté. Mais il doit être alors en capacité d'analyser ce résultat-là, de le critiquer, pour en fait progresser dans cet APC. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans les présentations qui vont être amenées ici, c'est un peu l'enjeu qu'il y a derrière cette approche recherche et SAE, à savoir comment l'étudiant, dans le cas de sa SAE, peut s'approprier certes un thème recherche, mais finalement développer cet apprentissage de la démarche du chercheur. Voilà, je vous laisse la parole. Donc pour l'organisation de la SAE, de cet atelier, pardon, on a été sélectionné 3 contributions qui étaient vraiment mixées recherche et situation d'apprentissage et d'évaluation. Et donc je vous propose de commencer avec la présentation de Yacine.
C'est celle-là. Sur des mesures dans le bâtiment de l'IUT. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Yacine Boufkad, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Paris-Pajol, comme mes trois autres co-auteurs. Donc, je suis dans un laboratoire d'informatique. Mes collaborateurs sont l'un dans un laboratoire de chimie et l'autre dans un laboratoire de physique, laboratoire des énergies nouvelles, interdisciplinaire des énergies nouvelles. Et donc, je vais vous parler d'une SAE qui était développée dans un cadre de recherche. Alors, tout d'abord, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet dont on vient d'obtenir les financements dans le cadre de l'IDEX, qui consiste à instrumenter le bâtiment de l'IUT à des fins de mesure. Enfin, l'IUT se trouve, notre IUT est dans un bâtiment qui est récent et classé haute qualité énergétique, avec toutes sortes de critères de confort pour les utilisateurs et à la fois de sobriété énergétique. Et donc, nous voulions l'instrumenter pour pouvoir à la fois vérifier que toutes ces qualités qu'on lui attribue sont bien réelles et aussi de voir les révolutions au cours du temps. Et donc, de faire ça à travers des projets d'étudiants et dans le cadre de la recherche de mes collègues qui sont dans le laboratoire d'énergie de demain. Voilà. Et donc, la SAE que nous avons développée est une sorte de preuve de concept de tout projet qui démarre et qui a consisté à demander à des étudiants donc le but que l'on fait, enfin dans le département où on est, je n'ai pas précisé, c'est mesures physiques. Hein, donc c'est vraiment à plein dans la thématique. Et le but, ça s'adresse à des étudiants qui débarquent, donc c'est leur première année, premier semestre. Ils ont un cours d'informatique, ils apprennent les bases de la programmation. Ils ont un enseignement de traitement des données, donc comment analyser des données comment les présenter, comment faire des petites analyses statistiques simples, régression linéaire et autres, etc. Et donc, on a couplé ces deux SAE pour faire une SAE et un travail qui est demandé dans le cadre de ce projet. Voilà. Alors, le projet, c'est faire des mesures et les analyser dans différents domaines. Hein. Ça va de l'énergie à l'aération, du bâtiment, au confort sonore, etc. Et donc, en l'occurrence, on a pris le cas de tout simplement la mesure de la concentration de CO2, principalement dans les salles de cours, comme objet d'étude. Voilà. Donc, la partie que l'on a donnée aux étudiants, en leur faisant bien comprendre qu'il s'agit en leur donnant bien sûr le cadre global, c'est de récolter les données. Voilà. Donc c'est la partie récolte des données et une petite analyse derrière, voilà, que je vais expliquer. Alors, juste puisqu'on parle un petit mot sur les SAE, une SAE doit évidemment s'inscrire dans le programme national. On a pris quelques heures sur les deux SAE concernés. Pour la SAE traitement des données, c'est la totalité des heures hein, qui sont sous forme de TP projet et TP SAE et projet SAE, donc 12 heures et 15 heures. Et pour la partie informatique, les étudiants malheureusement qui arrivent, même s'ils sont supposés avoir fait de la programmation au lycée, pour la plupart ne savent pas du tout écrire une ligne de programme. Donc il y a besoin de ressources auparavant. Donc on utilise la partie ressources qui est des cours DD pour 15 heures. On fait quelques heures de TP classique, parce qu'on ne peut pas apprendre à programmer sans être devant la machine, pour les lancer quand même, parce que sinon on ne peut pas tout de suite leur demander de travailler sur la SAE elle-même. Voilà, alors donc ça s'inscrit dans ce cadre-là, on vérifie, on coche tous les apprentissages critiques demandés dans le programme national dans ce cadre-là, dans le travail qui est demandé. Voilà, alors la mise en situation consiste à présenter aux étudiants le travail comme étant, sous forme d'un serious game, comme on dit en bon français. Donc ils sont dans la peau d'un stagiaire qui arrive dans un labo, ce labo de recherche dans lequel ils vont faire le travail. Et on leur présente la situation comme le travail de récolte des données a été fait en partie déjà. Donc ils n'ont pas à s'occuper de placer les capteurs,
On a fait tout le boulot avant, hein. On a mis des capteurs, une infrastructure réseau, et donc ça a été supposément fait par une société qui a fait faillite, avant d'avoir écrit tous les programmes qui vont aller chercher les données. Voilà. Et donc c'est dans le cadre d'un stage dans lequel qu'ils ont obtenu, qu'ils vont faire compléter le travail. Voilà. Donc je présente ici la partie grise, c'est la partie qui est déjà faite par la société Banqueroute, et tout le reste est à faire par les étudiants. Donc aller chercher les données sur le serveur, comprendre ce qu'est un serveur, etc. etc. Voilà. Et donc, on leur demande tout d'abord un travail de programmation qui est défini dans un cahier des charges où il faut qu'ils écrivent un programme, un utilitaire informatique graphique qui va afficher les données en temps réel, donc concentration de CO2 dans les salles, température et humidité, déclencher des alertes lorsqu'on dépasse les niveaux autorisés, et faire des relevés à des durées limitées, en permanence, etc. Donc pouvoir avoir une interface graphique qui permet de faire tout ça pour un utilisateur qui est typiquement un chercheur qui veut avoir toutes ces données-là pour les analyser après. Voilà. Et il y a aussi un côté gestion de la maintenance pour qu'ils commencent déjà en mesure physique à comprendre que les instruments de mesure ne fonctionnent pas tout le temps très bien, il faut les recalibrer, etc., etc. Et donc, ils doivent gérer tous ces aspects-là. Alors, le matériel pédagogique qui est donné, en fait, il est dans un cours Moodle. Alors, comme ils arrivent, on a un petit peu fait un Moodle self-contained, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Ils n'ont pas à aller chercher les informations ailleurs, vu le temps qu'ils ont pour faire tout ça. Hein. Et donc, un cahier des charges, évidemment, de ce qu'ils doivent réaliser, une documentation supposément laissée par la société qui a fait faillite, qui est touffue, avec plein d'informations à la fois utiles et inutiles pour leur travail, donc ils doivent eux-mêmes faire le tri. Donc ça, c'est pour avoir le côté un peu réaliste du travail, sans que dans la vie, on n'a pas une feuille de TP avec pile les informations nécessaires pour faire le travail. On a des tas de trucs, et il faut savoir qu'est-ce qui sert et qu'est-ce qui ne sert pas. Et puis diverses ressources, parce que le travail technique nécessite de savoir programmer, par exemple, une interface graphique, ce qu'ils n'ont pas appris dans les ressources, à aller sur un serveur MQTT, récupérer les informations, qu'est-ce qu'un serveur MQTT, comment on y accède, etc. Donc il y a des vidéos, des choses comme ça, pour leur permettre de faire ce travail. Voilà. Voilà. Et il y a, pour le côté recherche, donc mes collègues du LIB ont un modèle de l'évolution de la concentration de CO2 dans une salle quelconque, hein, et le but est de valider ce modèle. Est-ce qu'il est correct par rapport aux données réelles que nous obtenons? Voilà. Et donc le modèle leur est présenté. Alors le modèle, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est une équation différentielle dont on a une petite solution analytique derrière. Et donc les étudiants ont écrit donc, ce premier programme qui consiste à analyser les données, enfin pas tous, hein, mais la plupart d'entre eux ont écrit ce programme qui permet d'afficher, de récolter les données, etc. Derrière, il faut faire le traitement des données. Alors en plus de la validation de cette équation par des données réelles, il leur été demandé de faire des acquisitions sur une période suffisante, c'est-à-dire d'avoir leurs propres données, c'était très important. Ceux qui n'arrivent pas à obtenir leurs propres données, on leur fournit, mais c'est déjà moins bien comme résultat. Et d'écrire programmes qui permettent d'afficher des courbes, etc., des résultats, de confronter ces courbes à l'emploi du temps. Ça, c'était un côté un petit peu réaliste de la chose, c'est que vraiment, c'est leur cours. C'est le TD du groupe numéro machin qui donne le plus de CO2, ou le cours d'anglais génère plus de CO2 que le cours de maths, ou je ne sais pas. Enfin, ça les amusait d'ailleurs, ce côté-là. Et donc, c'est vraiment raccroché à leur quotidien. Au niveau, oui, j'ai oublié un point, au niveau des choix, puisque une SAE doit laisser le choix aux étudiants. Ils doivent faire des choix. Eh bien, réaliser des interfaces graphiques, savoir comment présenter les résultats, c'est à toutes les étapes des choix à faire. Voilà. Qu'ils doivent justifier derrière. Voilà.
Et il leur était demandé, à la fin, de générer une affiche avec des conseils sur la réalité de l'aération dans les salles de cours, pour dire à tel endroit, il faut ouvrir les fenêtres plutôt, parce que l'aération n'est pas suffisante, etc. Et on l'a constaté, l'aération n'est pas suffisante à certaines salles. Voilà. Et au final, donc, il fallait confronter le modèle théorique à la réalité de la mesure, donc faire un fit des courbes pour déterminer les paramètres réels et valider le modèle sur d'autres mesures qui n'ont pas servi à faire le fit des courbes pour regarder si elles cadrent bien et le modèle est bon. Alors, les étudiants l'ont constaté. Voilà. Voilà. Et donc je termine par des conclusions. D'abord, les mesures sont toujours en cours parce qu'il y a un aspect physique, un modèle physique, mais on veut récolter le maximum de données pour faire de la data dessus. Et donc ça, il faut que ça aille sur vraiment une plus grande période. Donc les programmes des étudiants tournent toujours et prennent des valeurs, prennent des mesures. Dans la suite de leur parcours, les étudiants vont avoir dans leurs enseignements tout ce qui concerne la partie par la société qui a fait faillite, c'est-à-dire avoir des microcontrôleurs, des capteurs, comprendre la technologie des capteurs, etc. Ils ont déjà eu des éléments dans le document sans les comprendre, parce que, voilà, on leur expliquait que le capteur utilisait de la spectroscopie, etc. Ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qu'ils vont voir plus tard. Donc il y a des poursuites avec les collègues qui font ces enseignements-là, de les intéresser à la partie qui était un petit peu donnée dans cette partie-là. Voilà. Au final, les étudiants ont trouvé ça très bien, c'est-à-dire qu'ils disaient que, en faisant une analyse personnelle pour chacun de ce que je ne savais pas faire et ce que je sais faire maintenant, et pour la plupart, c'était très positif. Je dis ça parce que l'informatique est une des matières où il y a le plus de disparité entre les niveaux des étudiants. Il y en a qui arrivent en étant très bons, et d'autres qui arrivent en étant vraiment loin du compte, ils ne savent absolument pas faire. Et donc avoir un enseignement qui tienne compte de toute cette dispersion dans les niveaux est pas simple, et l'enseignement de type SAE vraiment le permet. Ça, je le constate, ça permet de travailler à ce que les niveaux se rapprochent un peu plus et que ce soit bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Je vais au plus court. Oui, j'aurais voulu savoir comment vous fonctionnez en termes de groupe, parce que vous parlez d'évaluation donc individuelle. Oui. Et comment vous fonctionnez dans votre essai? Alors, il y a eu les évaluations. Je n'ai pas parlé des livrables qui étaient donnés à des dates précises et de comment les évaluer. D'accord ? Donc, même dans l'esprit, toutes les séances de TP SAE qui étaient présentées sous la forme de rendez-vous avec le tuteur, puisque c'est un stage. Et du coup, à chaque séance, il faut passer, c'est très chronophage, hein, il faut passer, regarder les étapes où sont les étudiants à chaque TP. Il y a eu aussi ce que permet Moodle, de l'évaluation croisée des étudiants, hein, l'évaluation par les pairs. Donc à certaines étapes, comme la définition de l'interface qu'ils voulaient faire, donc les choix d'interface qu'ils avaient fait, elle était évaluée par les étudiants. Donc voilà, c'est un mix de tout ça. Les étudiants travaillaient individuel. Alors le problème du travail en groupe, on le connaît tout. Enfin, voilà. Le choix a été fait de faire un travail individuel parce que le travail de groupe, on constate très bien que ça ne marche pas super bien. De toute manière, ils travaillent en groupe. Voilà. On va dire ça. Mais chacun est responsable de ce qu'il vient présenter. Voilà. C'est tout. Et ils travaillent, ils sont dans un groupe et s'échangent des informations, évidemment. Est-ce que ça ne noie pas l'évaluation? On a l'impression qu'au départ, il y a une grande disparité dans les niveaux. Et au final, vous dites que finalement, ça rééquilibre peut-être le niveau de la notation, l'évaluation, mais le niveau réel, est-ce qu'il est vraiment... Alors, il y a une présentation finale, individuelle, où alors il y a eu un travail auparavant, qui n'est peut-être pas, enfin voilà, parce qu'on est quand même, on tient à ce que l'évaluation soit réelle.
où on demande à chacun, en fonction du programme qu'il a rendu, des modifications à faire dessus, qu'il ne sait pas, et qui dépendent de son programme, qui ne sont pas des questions générales. Donc on a corrigé le programme, on s'est dit, bon, à tel endroit, allez, il faut me faire ça. Soit c'est lui qui l'a fait, et il est capable de le dire, et soit c'est pas lui. Voilà. Il y en a. Voilà. Ou même quand c'est pas, enfin, on ne demande pas à ce que ce soit. Alors, je n'ai pas parlé d'un certain nombre de choses aussi. Il y avait un réseau, un forum, une sorte de forum Discord, où les étudiants pouvaient s'échanger les informations comme dans la vie, en fait. Donc, il n'était pas demandé à ce que chacun trouve lui-même les réponses, mais qu'au moins il comprenne ce qu'il a trouvé, qu'il soit capable de se l'approprier après, suffisamment pour pouvoir changer des choses à la volée, demander comme ça oralement. Voilà. Oui. Merci pour votre présentation. Je suis ici. Là. Ah oui, pardon. À propos de l'évaluation, vous avez parlé dans votre présentation des apprentissages critiques et Oui. donc d'une soutenance orale finale, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que vous prenez en compte les apprentissages critiques dans cette évaluation finale? Oui. Et est-ce que vous allez jusqu'aux composantes essentielles? Oui, alors les étudiants ont la grille d'évaluation finale. Ils l'ont dès la première séance. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Et donc, on prend en compte tout ça sur des... Alors, j'ai un petit logiciel fait avec des curseurs. Voilà, c'est très grossier comme notation, mais ça permet de calculer après une note finale. Voilà. Oui. Merci pour votre retour d'expérience. Oui. Donc, à l'IUT de Bayonne, on a une approche un peu similaire, surtout par rapport au suivi énergétique du bâtiment. Oui. On ne l'exploite pas sous forme de SAE, mais ça m'a donné... plein de bonnes idées. La question que j'ai, c'est concernant l'outil de programmation graphique que vous utilisez. En fait, vous utilisez quoi comme outil de programmation? Alors, ils programment en Python, oui. Et donc les bibliothèques graphiques de Python étaient libres. Il y en a un très très simple que j'ai conseillé qui s'appelle PySimpleGUI. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je vois. Et d'autres n'ont pas utilisé. Ils ont utilisé d'autres. Ah oui, voilà. c'était libre. C'était libre. Ça faisait partie des choix. Ça fait partie des choix individuels que chacun faisait. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui est dans le programme et qui est demandé, donc j'avais fait quand même une vidéo explicative sur PySimpleGUI. Okay. Donc, tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire le choix eux-mêmes, c'est-à-dire la majorité, ont pris cette option-là. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question ici. Il y avait une question là. Oui, bon, j'entends. C'est enregistré, c'est pour ça. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question plutôt technique sur l'emploi du temps. Comment vous avez mené techniquement cette SAE-là? Parce que du coup, vous aviez des CM, des TD ou des TP, vous avez parlé du Moodle. Donc dans le temps, sur combien de mois ou de semaines s'est articulée la SAE? Et comment en fait vous articuliez les moments d'échange avec l'enseignant et les moments de travail individuel des étudiants? Oui. Alors très bien. Oui, donc la partie ressources, donc où ils apprennent à programmer, j'ai demandé à ce qu'elle soit très tôt dans le semestre, donc en septembre. Ils l'ont fini en septembre. D'accord. Et donc ils ne commencent la SAE qu'une fois qu'ils ont fait ça. Sur octobre, novembre, décembre, jusqu'à janvier, où ils présentent leur travail, sous la forme de séances de SAETP régulières, présentés dans le jeu sérieux comme étant des rendez-vous avec le tuteur, où ils doivent un petit peu donner l'état de ce qu'ils ont fait, en même temps de poser des questions et échanger avec l'enseignant. Voilà comment ça s'est déroulé. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une petite question sur le côté enseignant. Est-ce que c'est une SAE que vous avez menée, vous avez encadré entre enseignants-chercheurs et enseignants du second degré ou pas? Et si c'est le cas ou pas, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expérience, que ce soit sur la présentation de la SAE aux autres collègues et comment ça a été vécu dans votre département? Ouais. Alors moi, je suis enseignant-chercheur, donc c'est moi qui étais responsable du cours. J'avais avec moi 2 doctorants. Voilà, c'est très simple. Qui étaient très enthousiastes et à l'idée de le faire. Voilà. J'avais un peu la même question, moi, c'est est-ce que vous avez pu intégrer vous n'avez pas pu intégrer du coup de collègues Prague ou PRCE, des enseignants du second degré?
dans cette ESAE, ou est-ce que c'est parce que c'était plus facile à monter comme ça au début? Est-ce que vous envisagez après l'intégration? C'était en fait les enseignants qui s'en occupaient habituellement, qui l'ont sur l'informatique et traitement des données. C'est plutôt ça. Donc c'était pas la question de... Il n'y avait pas d'idée derrière de ne pas intégrer les gens en fait, mais voilà, c'était juste les enseignants moi et les deux doctorants qui s'occupant de l'informatique à l'UT. Voilà, ouais, c'était plus la question, est-ce que c'est parce qu'on est sur une démarche un peu recherche aussi. Moi, oui. Alors, la question qu'il y avait derrière, c'est par rapport à ces données, est-ce que vous les exploitez vous en termes après de recherche? Oui, alors la data, c'est moi qui l'exploite, et la partie plutôt physique, c'est mes collègues du laboratoire d'informatique d'interdisciplinaire d'énergie. Voilà. Donc, sur la partie Et avec les collègues justement d'enseignants du secondaire qui s'occupent de la partie microcontrôleur, etc., c'est dans la suite plutôt, c'est de leur donner le relais pour tout ce qui concerne la partie qui était déjà supposément faite par une société, voilà, pour qu'ils fassent avec le même type de capteur, qu'ils découvrent comment ça s'est passé de l'autre côté. Voilà. Mais c'est dans la suite de la formation, ça arrive qu'en deuxième année. En deuxième année, donc est-ce qu'il y a il y a des poursuites de la SAE qui sont prévues sur la deuxième année? Oui, en spectroscopie, sur comment mesurer la concentration de CO2 en utilisant l'infrarouge, etc. Voilà, c'est prévu. D'accord, merci. En fait, s'il y a d'autres questions... Ouais, une dernière. Une dernière pour la route, pardon. Moi, je me posais donc, on connaît le poids des SAE dans les évaluations en fait, des UE. Est-ce que c'est discriminant? C'est-à-dire qu'avec cette SAE-là, vous êtes en capacité de voir les étudiants qui ont acquis les compétences correspondant à l'UE, ou est-ce que quelque part, vous arrivez à discriminer ceux qui ont acquis et de ceux qui n'ont? C'est dans le suivi qu'on le voit. Donc, il était très bien expliqué aux étudiants que l'évaluation était quasi permanente. C'est-à-dire que chaque séance de TP, on passe chez chacun, voir où il en est, poser des questions, etc. Donc il y avait une notation de ce côté-là. Et puis, ce qui était le plus discriminant, c'était la soutenance finale, la présentation finale. Là, vraiment, on voyait qui savait de quoi il parlait et ceux qui ne savaient pas. Voilà. Parce que nous, des fois, dans nos SAE, on a des SAE adossés à la recherche comme ça, on voit deux poules en fait, d'étudiants à la fin. Oui. Ceux qui ont vraiment compris et ceux qui n'ont pas compris. Et donc ça crée vraiment une discrimination en termes de... Oui, alors il y a effectivement, il n'y a pas une gaussienne, mais il y en a deux. Ça, c'est effectivement vrai. Voilà. Et c'est vrai, je pense, au-delà des SAE, dans la population d'étudiants que nous avons, je ne sais pas si vous avez la même constatation. Voilà. Dans vos cohortes depuis quelques années, c'est ça. On a deux gaussiennes. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux deux autres présentations. Et puis, comme l'idée, c'est aussi d'avoir des échanges, on pourra reprendre éventuellement des questions qui pourraient émerger suite aux autres présentations. C'est un peu l'objectif. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je vais vous présenter donc, la SAE réalisée avec 3 étudiantes et aussi une doctorante et des collègues que j'aborderai à la fin. C'est une SAE qui s'est déroulée en 2e année. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer le déroulement de cette SAE, je veux juste faire un petit rappel sur les microplastiques puisque c'est sur la thématique des microplastiques dans le jambon. Et les microplastiques, c'est des particules de plastique de taille inférieure à 5 mm. Il y a 2 sources possibles de microplastiques. Soit ils sont fabriqués directement par les entreprises, c'est la source primaire, soit en fait ils viennent de la dégradation de macroplastiques et donc ce sont la source secondaire. Ils existent de différentes formes. Il y a des fibres, des fragments, des films et on peut observer tout un panel de couleurs de microplastiques.
Ces microplastiques, on sait dans la biblio qu'ils existent dans des aliments, donc par exemple dans du poisson séché ou dans des sardines. Et le sujet de SAE qui a été proposé, c'est comment détecter ces microplastiques dans un autre produit alimentaire emballé, le jambon blanc. Ce sujet de SAE, il a été mis en avant, enfin il a été choisi par une équipe de l'ANSES, donc l'unité physico-chimique, dans le cadre de la thèse d'Iseline Chaïb, donc, que je co-encadre, et qui travaille sur cette thématique. Et ça s'est fait aussi en collaboration avec la plateforme microplastique, c'est-à-dire tout un ensemble d'équipements qui est présent dans le bâtiment de l'IUT. Et ce sujet, donc il y a plusieurs sujets de SAE dans l'équipe pédagogique qui sont proposés aux étudiants. Et le sujet là a été choisi par un groupe de 3 étudiantes, donc en 2e année du parcours SAB, donc lié à l'alimentation. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est placé, donc dérouler cette SAE sur l'année. La mise en place, donc on donne le sujet aux étudiants et eux, leur première question, ça a été sur quel type de jambon ils vont travailler, puisqu'il existe plein de types de jambon blanc. Et les étudiants donc, ont eu l'idée d'aller dans les hypermarchés, de regarder ce qu'il y avait en rayon et de voir différents critères. Le jambon, est-ce qu'il est avec ou sans quen, quel type de packaging est vendu, tout le panel de marques aussi qui existent. De ces observations, elles ont déduit en fait que le jambon qui est le plus présent en rayon peut être le plus vendu et le jambon qui est vendu en paquet de 4 tranches sans quen dans une marque de distributeur. Donc à partir de là, il fallait donc définir le protocole et voir comment on allait détecter les microplastiques dans ce jambon blanc sans quen. La première étape, c'est qu'il faut arriver à développer une méthode qui digère le jambon sans dégrader les microplastiques. Donc les microplastiques, il y a déjà quand même toutes des études biblio qui sont faites là-dessus. Donc elles ont fait une synthèse bibliographie. De là, elles ont vu que pour digérer la matrice, il ne fallait pas dépasser une température de 40 degrés, sinon les fibres de polyester pouvaient être dégradées. Et que le réactif le plus utilisé, c'était de l'hydroxyde de potassium à 10%, puisque ça coûte pas cher et ça ne dégrade pas les microplastiques. Donc elles avaient ça comme base de la biblio, et puis après, il faut chercher quelle quantité de jambon il faut analyser pour que ce soit représentatif de la consommation. Et puis après, qu'est-ce qu'on allait faire une fois de cette digestion? On allait la filtrer, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de filtres à analyser par rapport à la durée qu'elles auront de disponible. Donc tout ça, ça s'est fait dans un temps au premier semestre qu'on a appelé les TP-tests et qui a été fait en collaboration donc, avec la plateforme microplastique dans le bâtiment de l'IUT. Donc pour ces manips, elles ont pris du KOH à 10%, donc dans de la verrie en verre. Elles ont pris leur paquet de jambon et elles ont testé différents ratios entre la masse de jambon et le volume de KOH. Et ça a été mis sous incubation, donc à 40 degrés. Pendant un certain temps, il y a eu différentes durées qui ont été testées. Je vous montre un petit peu juste une photo de ce que ça peut être des digestats. Donc au bout de 48 heures, on voit qu'il y a différentes couleurs. En fait, ça correspond au ratio qui a été testé de tranches de jambon par rapport au volume de KOH. À partir de là, l'étape d'après, c'est de filtrer ce digestat, donc sur des filtres en fibre de verre. Et on va après calculer. Ces filtres sont mis dans des boîtes en verre, dans des boîtes de pétri en verre, et les étudiants ont en fait des calculs d'efficacité pour voir quel était le ratio qui donnait la meilleure efficacité, quel était le temps de filtration qui était le plus faible possible. De l'ensemble de ces résultats, donc au premier semestre, à la fin du premier semestre, donc au mois de décembre, tout le monde, chaque sujet de SAE présente ses résultats à l'oral, et on appelle ça donc la présentation du protocole. Donc là, la température reste à 40 degrés avec du KOH et de par leurs résultats, elles ont vu qu'il fallait traiter une tranche de jambon dans 800 ml de KOH et ça pendant 48 heures puisqu'il y avait la meilleure efficacité et seulement 2 filtres par digestat. Je dis seulement parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps d'observer les filtres, donc il faut vraiment arriver au plus petit nombre possible. Et suite à ce protocole, il faut l'appliquer sur un triplicat de paquets de jambon. Donc là, on passe au deuxième semestre.
Et ça va s'articuler pendant 2 semaines. Les étudiants ont tous les après-midi de la pratique. Et là, cette pratique se fait au sein du bâtiment de l'ANSES. Donc nous, on a de la chance, c'est juste à côté du bâtiment de l'UT. Et toute cette application a été réalisée là-bas. Ici, l'objectif était un peu différent. Le protocole était défini. Maintenant, il fallait dénombrer et identifier les microplastiques potentiellement présents dans le jambon. Donc, à contrario des TP-tests, là, il y a tout un protocole de non-contamination qui doit être respecté. Il faut passer toute la verrie au four à moule, faire très attention à tous les témoins négatifs qui doivent être faits tout le long du process. Donc ça, c'est vraiment une découverte pour les étudiants par rapport au premier semestre. Ensuite, va s'ajouter des étapes supplémentaires qui vont poursuivre le protocole que les étudiantes ont défini, c'est-à-dire qu'après la filtration, cette fois, elles vont observer les filtres à la loupe binoculaire pour pouvoir compter et mesurer les microplastiques. Ces particules vont être identifiées au micro-FTIR. Et puis aussi, il y aura une identification des polymères de l'emballage en fait, du paquet de jambon qui sera faite au macroraman. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats qu'elles ont obtenus, en commençant donc, par l'abondance des particules dans ces paquets de jambon. Donc, il y a 159 particules qui ont été dénombrées parmi ces 3 paquets de jambon. Et il y a un calcul après qui se fait donc, du nombre de particules par gramme de jambon. Donc sur les 3 paquets, on voit qu'il y a une petite différence au niveau de l'abondance. L'abondance était plus forte dans le premier paquet de jambon, donc 1,5 fois plus forte par rapport au paquet numéro 2 et numéro 3. Donc là, c'est peut-être tout bête comme ça, mais pour les étudiants, c'était concret de montrer que oui, faire un triplicat d'analyse, c'est vraiment le minimum lorsqu'on veut exploiter des résultats. Ensuite, elles ont regardé les formes de ces particules qui étaient présentes. Là, on a eu des fibres, des fragments et des films qui ont été observés, avec, dans la majorité des particules, une majorité de fibres qui ont été observées, et puis des tailles assez faibles, donc des fibres qui étaient majoritairement supérieures à 100 micromètres, alors que des fragments qui étaient inférieurs à 100 micromètres. Pour les couleurs, il y a eu tout un panel de couleurs qui a été observé. Et on a observé peu de fibres ou de fragments de couleurs transparentes, alors qu'on s'attendait plus à en avoir, étant donné qu'on émettait l'hypothèse de la provenance de l'emballage en plastique. Concernant justement cet emballage, donc, la nature des polymères a été identifiée au macroraman et il est composé de 2 polymères différents. Le film sur le dessus, c'était du PE, tandis que la barquette plastique en dessous était du PET. Si on s'intéresse maintenant donc, aux particules qui étaient présentes donc, sur les filtres, donc, ce qui vient de la matrice jambon, on a analysé 60 particules parmi les 159 au total qui ont été comptées. C'est surtout une question de temps aussi, puisque c'est très chronophage comme analyse. Sur ces 60 particules, mais on voit qu'il y a 46% qu'on n'arrive pas à identifier. On n'arrive pas à les identifier parce que c'est des fibres qui sont toutes petites ou des fragments tout petits. Donc on n'arrive pas à avoir l'exactitude de la nature du polymère. On a plus du quart qui est identifié comme de la cellulose. Donc c'est assez classique, le coton étant présent dans tous les vêtements de protection en entreprise, donc on peut supposer que ça va être ça la source. Et il y a aussi beaucoup de fibres de cellulose dans l'air. Et on a quand même 26% environ de particules qui sont identifiées comme des plastiques. Si on regarde la nature de ces plastiques, eh bien on voit que la majorité identifiée, c'était du polyester, ce qui n'est pas non plus étonnant, puisque le polyester est un plastique très présent dans tous les vêtements. Et ça collait avec ce qu'elles ont observé, puisqu'elles ont vu des fibres rouges et de diverses couleurs, donc ce qui colle avec des fibres qui proviennent de nos vêtements. Les deuxième et troisième polymères identifiés étaient le PE et le PVC. C'était là, cette fois, des petits fragments, mais même si on a des fragments donc avec des couleurs assez variées,
On n'est pas capable de dire ce PE qu'on a observé dans le jambon, c'est sûr, il vient de notre film de l'emballage plastique. On suppose plutôt qu'avec tout ce qui a été identifié, eh bien, il y a de la contamination qui se fait dans le process de fabrication et aussi peut-être dans les processus de nettoyage en entreprise. On ne peut que émettre des hypothèses. Donc pour conclure sur le déroulement de cette SAE, donc il y a tout un intérêt de développer des SAE liés à la recherche. Déjà, ça fait découvrir un domaine de recherche à des étudiants qui collent avec leur parcours, parce que là, on a travaillé sur un aliment avec des étudiants de SAB. Ils ont développé toute la méthodologie et on a pu évaluer de nombreux apprentissages critiques. Là, l'exploitation des données, eh bien, elle est réelle, hein, la méthode fonctionne. On a donc en moyenne 0,34 particules par gramme de jambon, dont 10%, on est sûr que c'est des microplastiques. Et c'est des données qui vont pouvoir être utilisées dans la thèse d'Yveline par la suite. Et puis après, on voit, hein, de la même manière que l'a dit Yacine avant, il y a vraiment une implication très forte des étudiants dans les SAE. Il y a une collaboration qui se fait avec les équipes de recherche, donc on a aussi une transmission de savoir-faire de la part de l'ANSES lorsqu'on va dans leur bâtiment, donc c'est très enrichissant. Et puis on peut aussi présenter ça au JPO et on voit aussi que la présentation concrète au JPO, ça intéresse aussi nos futurs étudiants. Puis ça donne aussi l'opportunité de présenter aujourd'hui au congrès. Je remercie vraiment l'ensemble de mes collaborateurs. On est nombreux en fait à intervenir pour que cette SAE se déroule bien. Il y a aussi 2 posters de mes collègues sur des sujets de SAE liés à du développement de la recherche et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, Clémentine Ouellet de l'IUT Louis Pasteur à Strasbourg. Je me demandais quelle était la taille du groupe qui a travaillé sur ce projet. C'est 3 étudiantes là sur ce sujet-là. Ouais. Et donc pour l'ensemble de la promo, vous aviez différents groupes du coup de travail sur différentes thématiques, c'est ça ? On a une petite promo là, de SAB deuxième année, d'une bonne vingtaine d'étudiants qui est divisée en fait selon les sujets. On leur propose des sujets dès septembre qu'on a définis nous avant, et puis après chaque groupe émet un classement selon ces sujets, et on essaye en fait que tous les étudiants aient leur sujet numéro 1, puisqu'on sait que s'ils ont leur sujet favori, ils vont s'impliquer d'autant plus dans le travail. D'accord, et j'avais une autre question aussi sur l'organisation des séances de TP de mise au point. Vous faites ça en autonomie ou vous encadrez tout ? Non, on encadre tout. Okay. En fait, on a, au mois de octobre-novembre, donc on a ce qu'on appelle les TP tests, où là, chaque groupe va travailler dans différentes salles de TP sur sa mise au point par rapport à son protocole. Donc là, certes, je vous présente les résultats d'un sujet, mais on intervient aussi dans beaucoup de sujets à côté. On s'implique un peu toute l'équipe s'implique dans tout. Et pour les 2 semaines où il y a toutes les après-midi, là, c'était un relais. Moi, comme ça se déroule à l'ANSES, et que moi, je dois être à l'ANSES et aussi à l'IUT, là, c'est clairement un relais entre moi et Yveline pour encadrer ce groupe d'étudiantes, puisqu'on intervient aussi dans l'encadrement des autres groupes de SAE. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui. Bonjour, Élise Buisson de l'IUT d'Avignon. Moi, j'ai une question qui vient en complément de la précédente. Du coup, les autres étudiants des autres groupes de la SAE, ils ne travaillent pas forcément sur les microplastiques ? Non, mais du coup, est-ce que c'est aussi dans le cadre de projets de recherche ou pas forcément ? Si, c'est beaucoup lié à la recherche. Dans ce parcours SAB, on est une majorité d'enseignants-chercheurs ou de personnel technique impliqué aussi dans la recherche. Et tous les sujets, c'est toujours un développement lié à la recherche avec une entreprise ou avec d'autres équipes de recherche. Vous arrivez à avoir assez de sujets ? Oui. Alors, juste
Pierre avant. J'ai une question justement qui est en lien sur ces thématiques de recherche. Moi, c'est comment vous envisagez la pérennisation sur des années? C'est-à-dire que vous allez avoir à chaque année de nouveaux sujets à produire Oui, on continuera. C'est un peu la suite des projets qu'on faisait avant la réforme du BUT. Là, c'était remodelé complètement pour correspondre à ce fonctionnement en SAE avec l'évaluation de tous les apprentissages critiques, puisque de la même manière que Yacine nous donne aussi un tableau aux étudiants avec les apprentissages qui vont être évalués et comment ils vont être évalués et les coefficients dès le départ. Et tous les ans, eh bien, on va faire des nouveaux sujets. Donc là, on réfléchit déjà à la poursuite pour l'année prochaine. Pierre Vière, IUT de Bourges. Est-ce qu'il y a des étapes dans lesquelles les étudiants des différents projets échangent sur leur méthodologie? Avec nous? Avec vous ou avec eux, enfin, entre eux? Alors, les échanges, c'est tout le temps. Il y a énormément de suivi pour que la SAE se passe bien. Et après, à l'oral de décembre, on est tous là, hein, l'équipe pédagogique, et on voit les oraux de tous les groupes. Et là, on fait vraiment un échange plus, même sur les autres sujets. Eh bien, les collègues peuvent avoir des idées aussi pour développer différemment la méthodologie. Donc c'est plutôt lors de la présentation du protocole où il y a un échange avec toute l'équipe du groupe. J'ai une question. Merci pour votre présentation. J'ai une question un peu plus pratico-pratique dans le déroulé de la SAE. Alors, je ne sais pas comment ils sont vos étudiants, mais nous, c'est très, très hétérogène. La motivation, elle varie au cours du semestre. Dans une SAE, par exemple, au niveau de la bibliographie, si jamais, tout simplement, soit ils ne trouvent pas les bons éléments, soit ils n'ont pas fait le travail, donc ils n'ont pas la biblio, donc après, ils n'ont pas les protocoles. Comment vous procédez? Est-ce qu'il y a des points de correction intermédiaires pour qu'ils puissent quand même repartir sur une bonne base? Et la difficulté que moi j'ai par rapport à ça, c'est l'évaluation après. Vu que c'est des sujets un peu spécifiques, alors après peut-être ça dépend, nous on est en génie civil, je suis en génie civil, sur un sujet SAE recherche, donc déjà des fois c'est compliqué de leur faire comprendre la base, ce qui est très classique. Aller sur la recherche, donc il y aura encore des spécificités, donc ça demande un peu de recul, on va essayer de le faire en 3e année, éventuellement 2e année. Mais vous, comment vous procédez par rapport à ça? Donc les très bons, il n'y aura pas de problème, ils vont être super moteurs, ça va très bien se passer. Mais ceux qui, de base, ont déjà des difficultés, comment vous les amenez à développer les compétences en fin de SAE? Est-ce qu'au niveau de la réussite de la SAE, comment ça se passe? Alors, pour la première partie de la question qui concerne la synthèse biblio, s'ils ont du mal et tout ça, il y a des séances, par exemple, avec tous les groupes où on leur explique où est-ce qu'il faut aller faire leurs recherches, où on les guide selon les thématiques. Et puis après, c'est chaque enseignant qui va suivre son groupe et voir si au niveau biblio et établissement de ce protocole, ça suit. Après, pour l'évaluation vraiment finale, c'est par exemple lors de l'oral final, forcément l'encadrant, on va aider un peu plus son groupe. Et on veut en fait que cet oral soit compréhensible par les autres enseignants de l'équipe pédagogique qui n'ont pas du tout suivi au jour le jour l'évolution du sujet. Donc nous, on n'interviendra pas, par exemple, dans la note finale de l'oral. Ce sera noté par toutes les autres personnes présentes du jury pour voir si c'est clair, le protocole, les résultats et tout ça. Après, la motivation des étudiants. Alors, dans les petits groupes, là, ils étaient 3, donc c'est plus facile. Peut-être que oui, dans des groupes au-dessus de 5, c'est plus compliqué, mais il y a toujours un leader dans un groupe qui emmène un peu les groupes vers le haut et faire que ça se passe bien. Et le fait qu'ils aient choisi leur sujet, ça compte quand même beaucoup. On voit que dans tous les sujets, vraiment, les étudiants s'impliquent énormément dans ce développement des SAE. Deux autres questions. Priorité aux dames. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. J'ai une question concernant les autres SAE.
J'ai une question concernant les autres SAE que vous menez du coup en SAB. Vous en avez combien par semestre et est-ce que vraiment pour toutes les SAE vous avez la même démarche? Non. Non. D'accord. Parce que je me posais la question de comment en fait permettre de travailler sur toutes les SAE sur cette démarche-là, enfin si c'était possible. Non, on fait cette démarche-là uniquement avec les BUT2. Mais sur toutes les SAE Ouais, c'est sur toute l'année. Ouais. Tout est consolidé pour que ça fasse comme une énorme SAE qui s'étale sur toute l'année. Ouais, voilà. Oui. Il n'est peut-être pas allumé sur le côté. Je crois que là c'est bon. Très intéressant, effectivement. Je me demandais s'il était possible, et si c'est fait par exemple à N16, de combiner les microplastiques que vous obtenez à la fin avec une autre SAE, par exemple en biologie cellulaire, et vous allez mesurer après la cytotoxicité de ces microplastiques sur les cellules. Est-ce que c'est possible de combiner en fait ces choses-là? C'est pas possible à l'ANSES parce qu'on n'a pas de salle de culture cellulaire et tout ça à l'ANSES là. Et au sein de l'IUT peut-être Et au sein de l'IUT non plus, on n'a pas de salle blanche pour faire de la culture cellulaire. Donc on ne peut pas coupler les deux et aller plus loin que là. D'accord. Moi j'ai une question en fait, c'est moi. Quelles sont les compétences qu'ils sont censés travailler? Alors déjà c'est du multi-compétences, j'imagine, à partir de la 2e année. Je vais répondre à ta question avec j'avais préparé une petite diapo. Ouais, c'est ça. Avec un peu un listing des diverses compétences qu'on a tous à évaluer et des exemples en fait des apprentissages critiques qu'on leur donne. Donc on leur donne les apprentissages critiques et on leur dit comment ça va être évalué. Là il n'y a pas toute la liste qui est faite sur toute l'année, hein. Mais ça peut être tout à l'heure, comme Yacine l'a expliqué, ils utilisent des ressources. Nous aussi, on va faire des TP ressources qui vont aider à compléter cette SAE, par exemple dans de la maintenance, pour répondre à l'apprentissage critique de la maintenance et donner aux étudiants des fiches maintenance à faire qui sont en lien avec les appareils qu'ils vont utiliser après dans leur SAE. Ouais, et dans la partie en fait compétences, est-ce qu'ils ont aussi un moment où ils doivent faire un retour critique sur ce qu'ils ont produit? Si par exemple dans le questionnement, parce que voilà, l'acquisition de la compétence, et si je devais refaire, est-ce que je ferais exactement pareil Plutôt tout à la fin, lors de la présentation orale, lorsqu'ils interprètent et qu'ils critiquent leurs résultats, voire après dans les perspectives, ils vont nous expliquer ce qu'ils auraient dû améliorer pour obtenir par exemple des meilleurs résultats. Ça s'est pas prêté là dans le sujet qui a bien fonctionné, mais ça s'est prêté dans le sujet d'autres collègues où il y a encore pas mal de points à améliorer. Et en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est des projets qui existaient déjà, ce type de projet existait déjà avant dans votre programme national. Alors, on faisait des sujets comme ça de projets en 2e année, donc toujours soit avec des labos de recherche, soit avec des entreprises, ça dépendait des sujets. Et c'est vrai que ça fonctionnait plutôt très bien, c'était attrayant même au JPO, donc pour les futurs étudiants. Et on a souhaité développer un peu cette forme de SAE pour transformer ces projets qui étaient faits avant et ne pas perdre ce côté attractif et aussi enrichissant, même si c'est très chronophage, comme certains ont pu le dire, mais c'est aussi très enrichissant pour nous, puisqu'on obtient des résultats, on voit une évolution des groupes d'étudiants, hein, vraiment de tous les groupes, peu importe les résultats. Donc c'est pour ça qu'on a développé ça. En tout cas, cette année, il y aura des améliorations à faire, hein. On va faire un bilan, on va voir comment changer, comment améliorer les choses pour l'année prochaine. Et j'ai une dernière question. Nous, en MT2E, on avait aussi des projets d'études techniques comme ça qui étaient très professionnalisants. En fait, je décrivais souvent comme une dernière étape avant le stage pour les 2e années.
La difficulté qu'on avait avec ces projets d'études techniques et qu'on rencontre toujours un peu, c'est dans l'évaluation. En fait, est-ce que ça a modifié le fait d'avoir le référentiel de compétences? Est-ce que ça a modifié votre approche de l'évaluation? Oui, ça l'a beaucoup précisé en fait. Ouais, ça a amené, mais il y a beaucoup plus de rendu. Et ça, oui, ça amène la précision. Ça a développé le fait d'avoir les apprentissages critiques à évaluer, ça a modifié notre mode d'évaluation. Oui. D'accord, merci. Je vous propose qu'on passe à la dernière présentation. Romain. Ouais. Donc là, une SAE plutôt dans le domaine sciences humaines et sociales. Non, si c'est bon. Oui, voilà, nous sommes représentants du secteur tertiaire. Donc, je suis Florence Rio, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication et je dirige le département Infocom de l'Université de Lille. Tu te présentes tout de suite. Oui, je suis Romain Orioli, je suis Prague en sciences économiques et sociales dans le même département. Et donc, au sein de ce département Infocom, nous avons deux parcours. Un parcours en communication des organisations, où on forme essentiellement des chargés de communication. Et puis un parcours métier du livre, dans lesquels on forme essentiellement des éditeurs et des libraires. Et donc la SAE dont on va vous parler traite d'un sujet plutôt livre, mais s'adresse plutôt aux étudiants de com. Donc on essaye de faire des ponts entre ces deux parcours. Donc peut-être pour resituer, nous on a toujours travaillé, il y avait une question qui était de cet ordre-là à l'instant, on a toujours travaillé un peu comme en SAE, on a toujours eu à cœur de faire des ponts et des liens entre le monde socio-économique et entre le monde de la recherche et le travail de nos étudiants. Donc, par exemple, nos étudiants, cette année, ont présenté aux premières assises de l'édition indépendante une enquête qu'ils avaient réalisée sur le côté indépendant des éditeurs, justement, en quoi est-ce qu'ils sont indépendants. On a travaillé sur les petits points de vente du livre avec les associations interprofessionnelles du livre. Donc, voilà, on a toujours fait ce genre de choses, plutôt en lien avec mes objets de recherche. Donc, on n'a pas attendu les SAE pour le faire. Mais la SAE nous offre un terrain très propice en fait au développement de ce que l'on faisait déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est l'approche par projet justement de cette réforme du BUT et donc des SAE. Et la seconde raison, c'est les temps d'heures d'autonomie et d'heures de travail qui sont alloués aux SAE. Donc en fait, avant, on faisait travailler beaucoup nos étudiants en plus, et maintenant, tout ce temps de travail est intégré dans leur formation. Donc la SAE, finalement, a ouvert un champ des possibles un peu plus grand que ce qu'on faisait déjà du temps du DUT. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est une SAE qui est née d'un de mes projets de recherche, qui est un projet Starter, donc financé par la région des Hauts-de-France, qui a une visée de transférabilité. Et on avait proposé avec une de mes collègues de travailler sur les différents supports de lecture et donc savoir comment les jeunes en particulier, puisque moi c'est surtout ce public-là sur lequel je travaille, se saisissent des objets de lecture, donc smartphone, tablette, papier, etc. et comment est-ce qu'ils se comportent. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais l'objet de cette recherche, c'était celle-ci. Et au même moment, donc en 2022, le CNL sortait une grande étude sur les pratiques et les usages de lecture des Français et des jeunes en particulier, et révélait, non sans grande surprise, que désormais le support privilégié pour la lecture est le smartphone pour ces jeunes, donc à 55% si je me souviens bien. Et en même temps, nous, ce qui nous a posé problème, c'est que dans cette étude du CNL, donc du Centre national du livre, il y avait un impensé du lire numérique, c'est-à-dire qu'on parle du smartphone, mais qu'est-ce qu'on lit sur les smartphones et comment est-ce qu'on accède en fait à de la lecture, alors pas forcément au sens romanesque, mais en tout cas d'un point de vue fictionnel, comment est-ce qu'on accède à la lecture. Et c'est comme ça qu'on en est venu, suite à des entretiens semi-directifs faits dans ce premier projet sur les supports de lecture, où finalement se sont imposés à nous
un modèle qui est celui des plateformes de lecture. Alors je ne sais pas si vous êtes friands de ces plateformes-là, mais pour les jeunes, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement prégnant dans leur retour et que nous, on n'avait pas imaginé dans notre protocole au départ, en fait. On travaillait sur des supports, mais on n'avait pas pensé au mode d'accès à cette lecture. Et donc, c'est dans cette continuité-là qu'on a déposé un autre projet, cette fois financé par l'INSPE, des Hauts-de-France toujours, qui s'appelle Lecture adolescente et plateforme numérique, qui est donc financé par un appel à la recherche de l'INSPE, qui dépend du laboratoire Géricault, dont je dépends. Et je suis en collaboration avec Elsa Tadier, une autre chercheuse, sur ce projet-là. Et donc notre but, c'était justement d'aller questionner l'efficience de ces plateformes dont les jeunes nous avaient beaucoup parlé et qu'on ignore beaucoup, et en particulier que l'éducation nationale, pour le moment, ignore beaucoup, à la fois dans ses programmes, mais aussi dans la relation qu'elle a avec la lecture numérique. Donc l'idée première de ce projet, c'était de faire un état des lieux quantitatif, cette fois-ci, et pas que qualitatif, mais quantitatif de premier ordre, pour essayer d'avoir une photographie finalement, cet état des lieux, des pratiques réelles de lecture sur plateforme des jeunes situés dans les Hauts-de-France. Jeunes, on entend ici collégiens, et justement on va en parler après. Le lien que l'on fait entre recherche et nos jeunes étudiants, il se fait aussi, mais tu vas en parler, sur le fait qu'on travaille ensemble depuis longtemps, en fait, sur les 2-3 exemples que je vous ai donnés rapidement au début. Romain a l'apport statistique et quantitatif que je n'ai pas forcément, donc je m'occupe souvent du qualitatif et puis il s'occupe du quantitatif. Mais du coup, voilà, l'idée c'était de faire ce point-là. Je pense que c'est à toi. Donc je prends la suite. Et alors moi j'ai saisi l'occasion. Alors déjà j'interviens un peu sur ce projet de recherche en tant que c'est vacation de recherche. Je m'occupe de la partie statistique, quoi, en gros, pour leur faire gagner du temps. Et donc j'ai saisi l'occasion en fait pour avoir un sujet pour mon cours et pour la SAE, parce qu'il faut en trouver chaque année. Et donc j'ai décidé d'étendre en fait la recherche avec mes étudiants de première année. Les premières années là c'est important et voilà, ils n'ont pas encore beaucoup de compétences. Donc j'ai 2 groupes TD en tout, un qui donc la recherche principale s'intéresse aux collégiens. Donc avec un groupe je me suis intéressé aux lycéens et l'autre groupe s'intéressait aux étudiants. Donc les lycéens des Hauts-de-France. Et alors pour les étudiants, on est resté à l'université de Lille. Et donc, au premier semestre, on s'est occupé ici de la première partie que vous voyez sur la slide. On a vraiment travaillé le sujet, on a analysé ils ont analysé le terrain, les concepts, et notamment le concept de plateforme. Donc ça, c'était pas évident. Et au deuxième semestre, on a repris simplement les différentes étapes lorsqu'on fait de la recherche. Donc l'idée c'était de construire un protocole d'enquête et notamment de construire le questionnaire qui allait servir à l'enquête. Alors il y avait des propositions par exemple de mener des entretiens semi-directifs, très intéressants, mais je les ai écartés, pas que ce soit pertinent, mais pas que ce soit pas pertinent, mais en fait on n'avait pas le temps parce que des entretiens après faut les retranscrire, faut les analyser. Ça demande des cours supplémentaires et donc on n'avait pas le temps de faire ça en première année, donc on s'est limité au quantitatif. Et puis après, construire un échantillon, j'y reviendrai après, administrer le questionnaire, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, dernière partie, celle qui leur plaît le moins, traiter et analyser les données. Ces étudiants en infocom, c'est pas les plus friands de statistiques, de chiffres en général. Voilà, dès qu'ils voient un chiffre en général, c'est difficile, donc il faut y aller doucement, mais ils sont quand même prêtés au jeu. Alors là, je vous ai mis un des exemples d'analyse que j'ai trouvé dans un des travaux finaux. Donc là, on a un lien très classique en sociologie entre les pratiques culturelles et le capital culturel du milieu d'origine ici des lycéens. Et donc, je les ai aussi en cours de sociologie générale, en cours de sociologie de la culture et des médias. Et donc, voilà, la notion de capital culturel, ils la connaissaient. Je leur ai répété 1000 fois que les pratiques culturelles dépendaient du capital culturel. Et donc là, c'est un résultat que je trouve
particulièrement intéressant, qui ne nous a pas étonné quand on connaît la littérature sur le sujet de la lecture numérique. Mais les étudiants étaient confrontés à ce paradoxe pour eux, hein, c'est que là, on ne trouve absolument aucun lien entre le capital culturel et au moins le milieu social hein, d'origine des lycéens et leur pratique de lecture numérique. Ici, c'est simplement sur plateforme. Ici, c'est avoir déjà lu ou non sur plateforme numérique, mais il y a aussi la question de la fréquence, etc. Et il n'y a pas de lien avec le capital culturel. Et dans un premier temps, les étudiants essaient de faire rentrer les statistiques dans ce qu'ils pensent savoir. Donc ça a été, en tout cas au cours du semestre, un beau moment d'apprentissage aussi. Je vous ai mis cet exemple-là aussi pour vous montrer qu'on essaye quand même d'utiliser des indicateurs statistiques pas très élaborés, mais voilà, fiables en tout cas. Donc avec eux, j'arrive à aller jusqu'à faire un test du Ki2. Alors, ça prend du temps avec des premières années plutôt littéraires, mais voilà, on y arrive au moins dans la compréhension de ce qu'est le test du Ki2. Et sur cet exemple-là aussi, ça a permis de montrer que les indicateurs statistiques sont construits. Quand on veut mesurer le capital culturel, ça ne se donne pas, on ne pose pas la question aux individus quel est le capital culturel de ta famille. Il faut construire un indicateur. Donc ça a été source de débat aussi hein, avec les étudiants. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient la catégorie socio-professionnelle, le nombre de livres à la maison? Est-ce que les parents lisent, etc. On a fait un mix de tout ça et puis on a essayé de construire un indicateur et après on l'a mis en classe. Donc là aussi, ça a permis des apprentissages pendant la SAE hein, en faisant l'enquête et en traitant les résultats. L'idée au départ, c'était à la fois de faire de la pédagogie à la recherche et par la recherche, mais aussi d'obtenir des résultats qui soient utiles pour le projet de recherche qui vous a été présenté juste avant. Et effectivement, il y a des apports par les étudiants. Déjà, pendant la phase donc, de préparatoire, pendant la construction du protocole d'enquête et du questionnaire, là, l'avantage, c'est que les étudiants étaient assez proches de la cible, hein, des étudiants de première année. Nos cibles étaient des lycéens et les étudiants de l'université de Lille. Et donc, quand il a fallu créer le questionnaire, ils sont aussi partis de leur propre pratique. Et effectivement, ils ont mis en lumière des impensés. Quand j'avais discuté du questionnaire avec Florence et Elsa, il y avait des petits morceaux qu'on n'avait pas trop exploités, et notamment la question de la lecture à partir des réseaux sociaux numériques. C'est-à-dire que, est-ce que dans les plateformes, on incluait les réseaux sociaux numériques, par exemple Instagram et TikTok, oui, et TikTok aussi beaucoup. Et a priori, oui, parce qu'on avait des étudiants qui lisaient sur ces plateformes. Donc ça, déjà, c'était assez intéressant. Et puis, les résultats exploités par les étudiants vont permettre aussi, vont être un véritable apport pour la recherche, alors avec des limites que j'exposerai après. Mais déjà, le fait d'avoir interrogé des lycéens et des étudiants, ça va permettre, pourquoi pas, les questionnaires n'ont pas été encore administrés aux collégiens, donc on n'en sait rien, hein, mais pourquoi pas de mettre en évidence des effets d'âge ou d'avancée en âge, scolarité, ou peut-être parce que c'est un changement en cours, hein, l'effet du changement socio-technologique, voir s'il y a des différences hein, entre lycéens, étudiants, et puis collégiens, ou alors peut-être trouver des liens, une stabilité des liens sur les 3 sous-enquêtes et donc renforcer la preuve. Alors toutefois, on n'est pas tout à fait naïf hein, et il y a des grandes limites hein, à l'apport du travail des étudiants à la recherche, hein, des étudiants de première année pour plein de raisons. Déjà sur les 2 sous-études, ça a très bien fonctionné avec le groupe qui devait passer les questionnaires aux étudiants. On a un échantillon représentatif. On a extrait 1070 questionnaires pour être représentatif sur 1870 questionnaires administrés. Pour les lycéens, on a un échantillon qui n'est pas du tout représentatif. Il nous manque des garçons. Ce n'est pas très étonnant quand on parle de lecture. Il nous manque des lycéens en lycée professionnel. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû aller dans les lycées. Mais là, c'est une question de contrainte de temps. Et donc, passer par le mail, etc., c'est pas évident. Puis après, il y a aussi le fait que les étudiants ne se posent pas toujours les bonnes questions. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont en première année. Donc, parfois, dans leur rendu,
il y a des tableaux, il y a des graphiques, tout est juste, mais ça n'a absolument pas un rapport avec les objectifs de la recherche. Bon, ça c'est normal, ils ont été aussi évalués là-dessus. Et puis voilà, ça s'est fait dans le temps limité de la SAE, il aurait fallu pouvoir continuer, et ça c'était pas possible. Et donc pour conclure, il y a un intérêt pédagogique indéniable à procéder comme ceci en SAE, même s'il y a beaucoup de limites, comme j'ai essayé de le montrer juste avant. Ça permet en tout cas de croiser, c'est l'esprit au fondement de la réforme du but, de croiser les différentes ressources. Et là, il y a beaucoup de ressources différentes qui sont croisées, mes différents cours de sociologie, mais aussi le cours de visualisation des données, le cours de traitement de données, toutes les compétences en communication et synthèse dispensées dans les cours d'expression écrite et orale. Et donc ça permet de valider des compétences du diplôme sur 4 des 5 blocs de compétences en première année. Ça permet de montrer aussi ce type de démarche aux étudiants, enfin j'espère qu'on a réussi à le montrer, que la science, y compris les sciences humaines, se font avec rigueur et avec des indicateurs rigoureux, et que voilà, c'est pas simplement l'impression, ce que je ressens, ce que j'ai vu 2 fois. Non, il faut aller un peu plus loin, il faut travailler avec rigueur si on veut des résultats, et je pense que ça, au moins pour une partie d'entre eux, ils l'ont compris. Et puis il y a quand même, avec la réforme du but, c'est un objectif 50% insertion professionnelle, 50% poursuite d'études. Donc on a des étudiants comme avant qui vont continuer en master et peut-être certains en thèse. Donc c'est une bonne initiation, et voilà, l'idée c'est aussi de leur donner le goût de la recherche de terrain. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Pas pour le moment. Moi, j'ai une première question. Déjà, il y avait combien d'étudiants qui étaient concernés? Tu m'as parlé de 2 groupes TD, ça fait une cinquantaine d'étudiants à peu près? Alors non, au 2e semestre, 2 groupes TD, ça fait 52 étudiants. 52 étudiants. 52 étudiants, et alors je les ai en TD et en TP. Il y a beaucoup de séances de TP où ils sont 13-14, quoi. D'accord. Et comme pour la présentation précédente, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les compétences qui doivent être travaillées normalement, en fait, dans le lien par rapport au référentiel? Alors, comme les collègues, j'ai l'impression, on leur met un tableau. Il y a un tableau, ils l'ont au début de la SAE. Alors, après, la formulation des compétences, je ne mets pas exactement la même que dans le programme national, parce qu'elles font 3 lignes, et donc je les résume. Et donc elles sont très... Vous voulez que je les cite? En fait, c'est quelles sont les compétences qui sont censées être travaillées dans la SAE? Ouais. Elles sont vraiment multiples. Être capable de traiter des données, ça fait partie des compétences qui sont dans le diplôme. Il y a le fait de savoir répondre à la commande d'un commanditaire. Et ici, le commanditaire, c'est un labo de recherche, enfin un projet de recherche. Être capable de présenter sous forme écrite et ou orale des résultats. Bon, ils sont en communication, donc c'est une compétence vraiment centrale dans leur diplôme. Et puis, il y a une compétence qui est formulée de manière très générale, savoir appréhender les phénomènes infocommunicationnels, sociaux. Je ne sais même pas entièrement du nom de la compétence, c'est très long, mais qui touche aussi, c'est difficile de formuler des compétences en sciences humaines parfois, et qui touche aussi au fait que ce soit des sciences humaines. Mais donc voilà, c'est 4 compétences sur 5. Le seul bloc de compétences qui n'est pas touché ici, c'est le bloc de compétences qui est en rapport avec la stratégie de communication. Parce qu'il n'y a pas de stratégie de communication. On pourrait y penser, mais en première année, stratégie de communication aussi scientifique, mais en première année, ça serait beaucoup trop. Ouais. Ouais, c'est déjà ambitieux d'avoir fait une SAE multi-compétences au premier semestre. Non, c'est au second semestre. Premier semestre, on traite que le premier point. C'est dans mon cours d'études des publics. Et on traite que le premier point, qui est simplement déjà comprendre le projet de recherche et se demander comment est-ce qu'on va s'y prendre. Toujours un travail bibliographique, etc.
Ouais, et justement, par rapport à ça, en fait, comment vous appréhendez le niveau en fait, voilà, normalement, il y a une progression dans la compétence. Donc, c'est effectivement en première année, nous, on est tous confrontés à ça. C'est assez complexe de mettre en œuvre réellement la compétence parce qu'il y a une problématique de simplification. Voilà, comment vous avez appréhendé cette problématique du niveau, et est-ce que vous envisagez de poursuivre peut-être sur des années 2 ou 3 Alors sur les niveaux 2 et 3 en communication des organisations, non, parce qu'il n'y a plus de SAE ou même d'enseignement qui s'y prête. C'est vraiment le seul moment où on peut faire une enquête. Et après, il y a d'autres enseignements, notamment en théorie de l'information et de la communication. Il peut y avoir une pédagogie à la recherche et par la recherche, mais sous forme d'enquête, qu'elle soit quantitative ou qualitative. C'est le seul moment du programme où c'est possible. Dans le parcours métier du livre, là, c'est plutôt en deuxième année. Juste, je complète, c'est une vraie question parce que du temps du DUT, on le faisait en deuxième année. Et en fait, ça a basculé en première année avec le BUT. Et c'est une vraie question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les étudiants de première année vont être capables en fait, de se saisir de tout ça. Alors, on voit bien les limites, c'est-à-dire qu'ils sont capables, mais pas complètement et pas autant que les deuxièmes années avant, et pas tous, ouais, surtout. Mais par contre, effectivement, sur le parcours métier du livre, on va d'ailleurs poursuivre et on va commencer, mais c'est un petit peu comme nos collègues, c'est-à-dire que ce niveau de compétence, on va aller le chercher en fonction des données qu'on leur donne au départ. C'est-à-dire que les premières années, là, on est vraiment dans quelque chose où ils ont à appliquer un protocole. Alors bien sûr, ils ont à se saisir des concepts, mais c'est dans le cadre d'appui de ressources où le travail est mâché d'une certaine façon. Alors qu'en deuxième année, par exemple, sur notre étude des éditeurs indépendants, on leur a demandé de faire un état de l'art, de réfléchir à par eux-mêmes produire cette bibliographie et les ressources dont ils avaient besoin pour entrer dans l'enquête. On ne leur a pas donné. Donc c'est comme ça en fait qu'on avance en compétences. L'autonomie qu'ils ont par rapport au sujet traité. En première année, on leur mâche beaucoup le travail. En deuxième année, c'est à eux de rentrer dans le questionnement, dans les problématiques. Est-ce que vous arrivez à quelque part mâcher le travail tout en leur laissant une certaine autonomie, puisque en fait dans la compétence il y a toujours cette notion de prise de décision, de faire des choix et d'après d'avoir un regard critique sur la démarche. Et est-ce que vous avez réussi à faire ça simplement? Quel est le regard que vous avez dessus maintenant avec ce recul? Alors en fait, pour la question de l'autonomie, tout en faisant en sorte que ça fonctionne et qu'ils puissent avancer, c'est les points d'étape. C'est les points d'étape, ils ont des travaux à rendre assez souvent, et à chaque fois on repart d'une base commune. Par exemple, le questionnaire, il y a eu plein de propositions, mais de toute façon on était bien obligé par groupe de TD d'avoir un questionnaire identique. J'ai fait le résumé des bonnes propositions des différents questionnaires en reprenant aussi le questionnaire qui avait été fait pour les collégiens, etc. Et donc ça permet de dire voilà ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et de toute façon, maintenant, on part de ce questionnaire. Donc ça leur laisse l'autonomie de se tromper. Ils font beaucoup d'erreurs, en fait, vraiment, y compris dans les analyses. J'ai beaucoup de tableaux où les statistiques sont très mal construits, des mauvaises interprétations, etc. Mais justement, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et pour le retour critique, alors, normalement, il se fait à l'oral. Donc à la fin, ils me rendent un rapport d'enquête. Ils ont pas mal de choix dans la forme de rendu écrit. Mais normalement, il y a aussi un oral. Il ne vous a pas échappé que cette année, il y a eu beaucoup de grèves auxquelles j'ai y compris participé, et les étudiants aussi. Et donc, l'un des rendus qui n'a pas existé a été l'oral. Mais les années précédentes, cette autocritique, moi, avec eux, j'appelle ça le recul critique, se fait au moins de l'oral. Chacun doit prendre 5 minutes pour dire ce qu'il aurait pu mieux faire, ce que son groupe, parce que c'est un travail de groupe aussi, ce que son groupe a oublié, ce qu'il a appris, ce qu'il n'arrive toujours pas à faire, ce qu'il sait faire, etc. Ok, merci. Peut-être juste, les choix, ils les font aussi parce qu'ils nous proposent un protocole d'enquête.
Et en fait, on les a orientés, mais c'est ce que disait Romain tout à l'heure. Certains avaient proposé justement une approche qualitative qui était infaisable dans le cadre de la SAE. On leur a dit que c'était une très bonne idée. Mais donc, ils ont ces choix-là et on les contraint à cause du cadre. Mais c'est à eux aussi de faire des propositions d'analyse. Donc ces choix, ils doivent les faire. Ils doivent se construire leur propre protocole. Laurent, tu voulais poser une question ? Non, moi... Ah, il marche. Bon, d'accord, on s'entend pas, c'est bien. Non, c'était peut-être une question, et surtout, enfin, pas une question vraiment, c'est plutôt une remarque générale, en fait, dans ce que je vois sur les 3 présentations qu'on a eues. C'est qu'on voit bien ici qu'à travers les questions qui sont posées là, et qui vous sont posées, on est quasiment sur l'ASAE comme objet de recherche. C'est-à-dire, on voit bien que toutes les questions qu'il y a autour sont mais comment vous avez construit vos SAE, comment ça fonctionne, comment marche l'évaluation, comment est-ce que vous arrivez finalement à homogénéiser, entre guillemets, le développement de la compétence avec des sujets de SAE différentes, quel que soit le domaine en fait. Donc effectivement, vous partez de projets de recherche qui sont alimentés à la fois par vos thématiques de recherche, vous les intégrez, vous les amenez à avoir une réflexion, donc avoir une analyse effectivement, et puis à se poser des questions, ensuite aussi de voir comment ils combinent leurs réflexions pour faire des choix, prendre des décisions, avoir une rétro-réflexion sur ce qu'ils ont produit. Et en fait, je pense que c'est un véritable enjeu pour nous aussi, au niveau des IUT, de développer cette recherche sur les SAE, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans l'appropriation de ce nouveau dispositif. Vous parlez souvent, vous faites un retour en arrière sur ce que vous faisiez dans le DUT, avec une tentation de se dire, ou en ce cas en se disant, c'est quand même pas mal ce qu'on faisait dans le DUT, ce serait dommage de le perdre avec le BUT. Comment arriver à combiner l'existant, de le passer avec ce qu'on nous propose dans le devenir, ce qui peut des fois aussi conduire à des biais, parce que on le voit bien dans les critères d'une SAE, tu l'as rappelé à plusieurs reprises, le fait que dans les SAE, la tentation qu'on peut avoir, qu'on avait aussi dans les projets, c'est qu'on guidait beaucoup l'étudiant sur le protocole. Et en le guidant, parce que souvent, quand c'est les premières années notamment, on se dit, est-ce qu'on peut les laisser complètement libres sur quelque chose, les souligner sur les questionnaires, on sait très bien que c'est compliqué. Et pour autant, dans la SAE, un des critères clés, c'est d'arriver à ce que même l'erreur soit valorisée en tant qu'erreur, parce qu'elle est source de l'apprentissage aussi. Et donc, moi, j'ai plus aussi une invitation par rapport à ça, c'est que comme on veut lancer toute cette recherche autour de la SAE comme objet de recherche et de l'appropriation de l'approche par compétence, c'est qu'on va vous solliciter, évidemment, si vous en êtes d'accord à un moment donné, et tous ceux qui sont dans la salle qui ont sans doute des projets comme ceci, pour venir justement, avec les référents APC, voir auprès de vous comment on pourrait intégrer vos SAE dans cette base de données qu'on essaie de constituer pour le réseau et qui permet d'interroger ces différents aspects et qui montre aussi les limites et puis qui permettront peut-être d'avoir des réflexions sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça doit nous accompagner, ces questions de recherche sur les SAE, de comment on doit envisager à un moment donné l'évolution même de nos référentiels de compétences, parce que des fois on a positionné des choses à un niveau 1, on se rend compte que c'est trop tôt, qu'il faudrait peut-être les ramener au niveau 2, et puis finalement redéfinir le niveau, les apprentissages critiques à un autre niveau. Et donc je pense qu'en fait tout ce travail-là autour de la SAE comme objet de recherche, à mon avis, est fondamental aussi pour arriver à faire évoluer nos formations, au-delà simplement de développer la démarche recherche chez l'étudiant en tant que tel, quoi. Donc voilà, c'est aussi une invitation, quand on reviendra vers vous. Par rapport à la dernière présentation aussi, moi j'avais une question. Est-ce que vous faites un lien avec la démarche portfolio? Et comment la démarche portfolio a été intégrée dans votre département? En fait, oui, on fait la question qui fâche. Non, pas du tout. Non. Bah, en fait, comme toute, enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que comme toute SAE, elle est liée à la démarche portfolio, puisque alors, dans notre département, j'imagine que c'est dans beaucoup de départements comme ça, à la fin de l'année, si on est en première année, ça évolue sur les 3 années, quand ils vont revenir de stage, là, ils ont 10 minutes pour nous présenter leur portfolio, en plus du retour de stage, dans lequel en fait, ils ont 10 minutes pour démontrer qu'ils ont bien acquis tous les apprentissages, ils ont bien fait tous les apprentissages critiques, etc. Et pour ça, ils doivent surtout se servir des SAE. Ils peuvent
utiliser d'autres exercices faits en cours, ou même, pourquoi pas, des productions personnelles hors IUT, mais c'est très rare. Principalement, ils prennent 3, 4, 5 SAE et ils les utilisent pour montrer, pour démontrer qu'ils ont acquis, ou parfois non, les compétences. À l'oral en première année, un site web en deuxième année, mais qui resterait portfolio étudiant, et en troisième année, un site web qui commence à ressembler plutôt à un book pro, quoi. Mais on ne l'a pas encore fait, et ça c'est l'année prochaine, mais voilà. Je pense à ça parce que nous, dans la démarche portfolio, à un moment, on les fait travailler en groupe. Et je fais juste le lien à ce que tu as dit à un moment, c'est-à-dire qu'ils présentent à un moment tous la démarche. Certains posent les bonnes questions peut-être, et d'autres construisent le questionnaire de manière très différente et sont un peu à côté de la plaque. Et nous, dans ce cadre-là, on fait un peu de travail d'évaluation par les pairs du travail, c'est-à-dire de ce qu'ils ont déjà produit. Et on leur demande d'avoir un regard croisé. Et tu vois, c'est ça, c'est intégré dans la démarche portfolio d'évaluation en fait par les pairs. Et la question, c'est, tu vois, quand tu dis à un moment, quelque part, j'impose, c'est-à-dire je fais moi l'analyse de toutes les productions qui ont été faites, et puis je repars avec une base nouvelle que je leur impose. Est-ce que ce travail-là pourrait pas être intégré dans la démarche de portfolio, c'est-à-dire d'analyser le travail qui a été fait par les autres, d'en percevoir les avantages, les faiblesses, en les guidant, c'est-à-dire en leur disant, en guidant la réflexion, etc., et de regarder, ah mais là, qu'est-ce que vous pensez de ce travail-là par rapport à cet élément ? Alors, il y a multiples façons de faire, mais c'est effectivement ce qui est fait. Là, en fait, nous, on a une salle qui est assez petite, et il y a 3 écrans, et j'ai 3 sous-groupes par TP, ça tombe bien, donc chacun projette son questionnaire en même temps, et on en discute, et très vite ils se prennent au jeu, et voilà, ils disent tout ce qui ne va pas. Et sinon, après les outils qui sont intégrés dans Moodle, de correction par les pairs, ça dépend des années, je ne fais pas toujours de la même façon, et je préfère que ce soit fait en classe, en direct, c'est beaucoup mieux. Mais après, est-ce que c'est intégré dans la démarche portfolio? On fonctionne moins comme ça, mais oui, il y a un retour entre pairs sur les productions. C'est à eux de faire le lien, c'est-à-dire que quand ils ont vu les questionnaires des autres, qu'ils ont vu où eux avaient possiblement péché, et que de fait ils repartent d'un questionnaire qui n'est pas le leur, c'est à eux de savoir où est-ce qu'ils ont, enfin de le formaliser pour le portfolio en fait, de bien se rendre compte que ils étaient loin d'une des compétences. Pourquoi est-ce qu'ils en étaient loin? Pour telle et telle raison. Donc oui, ça c'est forcément intégré. Et encore une question, est-ce que vous aviez déjà dans le DUT des structures de travail par projet comme ça qui préexistaient et qui ont facilité en fait la mise en place de ces SAE en deuxième année, c'est ça? Vous aviez un travail en deuxième année qui était un peu de ce type-là? En première année aussi, sur les enquêtes, on le faisait déjà. En fait, on adossait une espèce de SAE qui n'existait pas à l'époque au cours, en fait. Donc, dans le cours d'enquête, on avait toujours un travail de terrain, et ce travail de terrain était finalement une espèce de SAE qui ne disait pas son nom parce que ça n'existait pas. Donc, on l'a toujours fait en première année et en deuxième année. Et du coup, un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que la mise en place des SAE a modifié votre approche pédagogique? Est-ce que ça a modifié des choses? Par exemple, la mise en place du référentiel de compétences, on l'a vu tout à l'heure, permettait peut-être de formaliser un peu plus les critères d'évaluation. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ou pas trop? Formaliser les critères d'évaluation, non, parce que moi j'aurais toujours donné j'ai toujours fonctionné comme ça, en donnant une grille avant, au début du projet, et donc ils savent sur quoi ils vont être évalués. Mais là, ça m'a effectivement, quand j'ai vu arriver les SAE, et cette SAE-là dont je devais m'occuper, ça n'a pas vraiment transformé mon travail, parce que j'avais l'impression vraiment que c'est vraiment ce que je faisais déjà. Ça n'a pas transformé grandement mes pratiques sur cet objet-là. Par contre, ça m'a obligé effectivement à réfléchir en termes de compétences, et pas simplement d'items d'évaluation. Et donc aussi de me redemander qu'est-ce qui est utile pour eux dans leur futur métier en tant que communicant, même si ce n'est pas la seule chose qui me motive. Mais voilà, c'est juste la formulation en termes de compétences
que je ne faisais pas naturellement avant que ce soit un petit peu imposé par le but. Mais ça n'a pas vraiment changé la méthode d'évaluation, etc. Parce que vraiment, ça ressemblait très fortement à ce qu'est une SAE aujourd'hui, quoi. Mais ça a peut-être permis de formaliser un petit peu plus les critères d'évaluation. Et la question qui va avec, c'est est-ce que ça a modifié aussi le fait de travailler en équipe entre enseignants? Est-ce que, ouais. On travaille ensemble. Vous travaillez déjà ensemble? En fait, c'était déjà des travails. Sur toutes les enquêtes dont tu as parlé tout à l'heure, Florence. Donc ils font souvent partie de ces objets de recherche. Très souvent, à côté, je travaillais sur un petit morceau de la recherche avec des étudiants où j'accompagnais, quand c'est Florence qui le faisait, j'accompagnais pour le quantitatif surtout. Et donc, c'est des choses qu'on faisait déjà. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi, puisque la question avait été posée tout à l'heure, sur le fait de travailler ensemble entre enseignants, chercheuses et enseignants du secondaire. C'est surtout quand on travaille avec des premières années. C'est quand même assez intéressant, quoi. Et j'aurais un peu les mêmes questions pour Yacine. Cédric, il y a une question derrière. Et comme il nous reste 2 minutes, 3 minutes grand maximum. Pardon. Je vous remercie tous les trois, mais particulièrement la dernière intervention. Je trouve ça très inspirant, parce que c'est en sciences humaines et sociales et que ça me parle, d'autant plus qu'on est du même IUT et qu'on communique peu sur nos différentes pratiques entre départements différents. Et vraiment, j'ai trouvé ça très inspirant et je me demandais si vous aviez... Donc là, c'est la première année. Est-ce que vous avez pensé ça sur le but 2-3 je ne sais pas, de manière longitudinale, par exemple, une première pré-enquête en première année, deuxième année peut-être une deuxième enquête sur la même thématique, mais en même temps qui reprend les erreurs de la première année, une troisième année, exploitation, portfolio, je ne sais pas quoi, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on en a parlé hier. C'est pas tout à fait, on peut pas le mettre en œuvre comme ça parce que, comme le disait Romain, le module plutôt enquête pour le parcours communication des organisations, il n'existe qu'en première année, donc on peut pas leur faire poursuivre. Par contre, sur le parcours métier du livre, là, moi, le projet dont je vous ai parlé, c'est un projet financé sur 2 ans. Donc l'année prochaine, on sera toujours dans ce projet et nous, on va réellement faire les passations on va réellement administrer les questionnaires sur les collégiens, sur leur pratique de lecture. Et donc là, on envisageait effectivement de faire travailler les deuxièmes années métiers du livre sur ces passations de questionnaires, soit sur d'entretien, de questionnaires et d'entretien, soit sur une partie, soit sur un tout. C'est ce qu'on était en train de discuter. À l'avenir, je pense que oui, ça pourrait être intéressant de l'imaginer comme une progression interparcours, parce que c'est intéressant pour nous aussi. On n'a pas tous des parcours dans nos BUT. Nous, on en a plusieurs. Et c'est intéressant de pouvoir les faire travailler aussi ensemble, de leur montrer qu'ils peuvent poursuivre ou s'inscrire dans les pas des autres. Il y a un intérêt aussi dans ce sens. Ouais. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question ou une dernière remarque? Non? Ok. Donc un grand merci pour vos présentations. J'imagine que c'était les objets infocommunicationnels. Ok. Merci beaucoup, c'était très riche. J'ai juste une dernière intervention. En fait, je pense que vous êtes tous très intéressés, avant de partir manger, vous êtes tous très intéressés, votre présence ici, sur la thématique SAE, but recherche le prouve. Je rappelle aussi les JPP qui sont organisés à l'IUT de Bourges par Pierre. Sur cette année, on va toujours traiter ces aspects de SAE et de portfolio. Ça reste au centre des JPP. Et donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, je vous invite soit à vous inscrire, c'est peut-être encore un peu limite, soit au moins à suivre ce qui va être produit par le réseau des référents APC autour des JPP. Voilà. Donc, il y a un site internet jpp.it.fr. Vous pouvez aller consulter. Et puis, dedans, en fait, il y a des liens qui existent sur ce travail-là. Merci. Merci bien. On se retrouve là dans le hall d'essai pour le repas directement.